Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler des déchets issus du processus d'impression 3D, que ce soit PLA ou résine. Avant de commencer cette vidéo un petit peu plus en détail sur la gestion des déchets PLA ou résine, je tiens juste à vous dire, pour ceux qui ne vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout, ne les jetez pas n'importe où. Voilà, c'est indispensable que vous mettiez bien ça dans votre petit crâne. C'est que la résine liquide qui restait dans le fond du bac de machin, on la fout pas dans l'évier, on la fout pas dans les chiottes. C'est dangereux. En fait, ce que tu jettes dans ton évier ou dans tes chiottes, un jour tu le boiras ou quelqu'un d'autre. Mais donc on jette pas ça comme ça, pas n'importe comment. Maintenant que vous savez ça, on va parler du coup de comment gérer tous ces putains de déchets. On va commencer par les plus simples à gérer, entre guillemets les plus simples, à savoir les déchets de PLA, d'acide polylactique. Donc ceux qu'on utilise dans le cas de l'impression 3D FDM, donc à dépôt de filament. Je parle bien ici de PLA, le PLA le plus standard du monde, et pas des moins chers. Parce que faites attention, dans les moins chers, il y a des tas d'additifs dont on n'est pas au courant. Des agents durcissants, des agents de souplesse, des agents pour éviter le vieillissement de la matière, sa fluidité. Enfin bref, il y a plein d'agents supplémentaires et souvent, tous ces additifs-là sont mis dans les PLA les moins chers. Parce que, en fait, ça évite la casse pendant la fabrication. Au moment où ils vont extruder le filament, si c'est quelque chose avec... Là, je prends des grosses louches. Si c'est un PLA avec 100% d'acide polylactique, il va pas tenir dans la machine. Il va se casser au moment de l'extrusion. Ça va être la merde, en gros. Alors que si on va ajouter un agent durcissant dans ce PLA, ça va être plus simple, parce qu'il va mieux se tenir, je vous la fais courte, et du coup à produire en grande série, rapidement, donc extruder des centaines de mètres à la seconde, à la minute, pardon, c'est plus rentable d'ajouter un additif plutôt que d'avoir quelque chose de plus sain. Pour rappel, l'acide polylactique, c'est issu en grande majorité de produits biosourcés, donc c'est des végétaux en fait, donc souvent c'est de la betterave, c'est du maïs, c'est ce genre de choses. Et voilà, et donc s'il était 100% naturel, ce serait cool. Le problème, c'est que souvent les PLA les moins chers, ils sont blindés d'additifs. Donc soyez peut-être un petit peu alerte au moment où vous achetez votre PLA. Si vous êtes sensible à cet aspect-là et que vous voulez faire attention et pas trop déconner sur la quantité de matériaux, et c'est important pour les particules fines dont on parlera plus à la fin de la vidéo. C'est intéressant des fois d'acheter un produit qui est plus réglementé, souvent donc c'est fabriqué en France, et qui contiendra moins de merde. Donc le PLA, c'est relativement simple, entre guillemets, à traiter. En fait, tous vos déchets de PLA, ces espèces de grappes, ou les rafts, ou les supports que vous avez, il n'y a pas 36 solutions. Si vous n'avez pas le matos chez vous, c'est de les jeter à la poubelle, dans les déchets ménagers. C'est du PLA, donc c'est du déchet biologique. C'est bizarre, mais c'est bel et bien du déchet biologique. Encore une fois, si on était dans un monde parfait et que le PLA était 100% biologique, par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Mais a priori, c'est considéré, en tout cas, comme un déchet biologique, et du coup, ça va partir dans ce genre d'usine. Malheureusement, il va y avoir plein de malheureusement dans cette vidéo. Malheureusement, on n'est pas non plus suréquipé, en France en tout cas, en composteurs de taille industrielle, sans compter en plus, pour avoir discuté avec quelqu'un du domaine, que le PLA a une particularité, donc l'acide polylactique a une particularité, c'est que s'il est en présence de certains autres agents organiques, il va dénaturer le compost. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de 1, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, et de 2, parce que du coup c'est la merde. En gros, on nous dit de le jeter à la poubelle, chose que moi-même aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que je fais. Les déchets de PLA, je les jette à la poubelle, c'est un déchet ménager, déchet biologique, c'est étiqueté comme ça. Et normalement, la meilleure manière de le traiter, c'est ça, c'est ce que vous venez de voir, ou ce que vous êtes en train de voir, c'est un composteur, souvent de taille industrielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs étapes qui va permettre, à base de déchets organiques, de créer un compost. Et donc,
de valoriser le produit pour pouvoir le réutiliser dans les champs, dans les potagers, etc. Mais pour ça, il faut qu'il soit mélangé à de la boue, de l'humus, et puis il y a plein d'autres trucs, plein d'autres déchets organiques qui vont, au moment de leur phase de chauffe, entre guillemets, donc ils vont les malaxer, surtout ils vont les broyer au départ, ils vont les broyer énormément pour les rendre les plus fins possibles. Ensuite, ils vont les malaxer. Au moment du malaxage et de cette espèce de tourbillon, là, la terre va, entre guillemets, souvent chauffer d'elle-même. En fait, c'est la présence des milliards de microbes qui, à l'intérieur, qui font leur taf, qui va faire chauffer un peu cette matière. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous devez sentir si vous ouvrez un tas de terreau neuf que vous avez acheté je ne sais pas où. Souvent, on a l'impression qu'il est un peu chaud. C'est pas vraiment une impression. C'est que c'est plein de vie, en fait, ce truc-là. Et du coup, donc ensuite, il est chaud jusqu'à sa phase de maturation. Ça, c'est très long aussi. Ça peut prendre 2, 3, 6 mois. Donc en fait, il est stocké quelque part pour qu'en fait les microbes fassent leur boulot. Donc là, en fait, le cycle de la vie se fait, c'est-à-dire que tout est retransformé pour qu'ensuite on puisse l'utiliser sans danger dans nos champs, en fait, tout simplement. Donc ça, ce serait la méthode parfaite. Le truc, c'est qu'en France, on n'a pas non plus des tas d'usines de compost. L'immense majorité des traitements des déchets en France, c'est soit des bateaux qui s'en vont, soit des incinérateurs, ça on en a à l'appel. Mais tout ça part dans le ciel en microparticules, dont on reparlera à la fin de la vidéo, et qui tombe ensuite là où on bouffe, en fait. Donc au final, on se reprend tout dans la gueule. Donc dans un monde parfait, pour traiter le PLA, il faudrait avoir une usine de compost industrielle, en tout cas de ce que j'ai compris. Il faudrait avoir plusieurs usines de compost industriel pour le PLA. Parce qu'il a cette particularité de dénaturer le processus de maturation du terreau. Enfin, du terreau. S'il est mélangé à d'autres types de déchets. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, parce que voilà, puis je ne suis pas chimiste, mais il y en a plein. Et du coup, on ne peut pas vraiment, finalement, le mettre avec n'importe quoi. Donc, ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est que souvent, ce truc-là, il est viré des déchets dans les centres de tri. Alors, grossièrement, il reste toujours un peu de PLA dans les composteurs industriels. Donc, il est viré des déchets et il est cramé. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malgré le fait qu'on n'ait pas d'autre indication sur ce produit que de le foutre à la poubelle comme tout le reste. Donc après, vous pouvez, et je vous invite à jeter un œil sur YouTube, mais il y a plein de sites de gestion de low-tech, etc. aussi, qui peuvent vous aider à voir comment on peut fabriquer un composteur quasi industriel à la maison. Mais en fait, tout ça, c'est énormément de matos. C'est clairement pas accessible à l'immense majorité des gens, parce qu'il faut un broyeur, parce qu'il faut une cuve de chauffe, parce que c'est des trucs trop importants. Donc malheureusement, le PLA, je n'ai aucune autre solution pour vous que de vous dire de le jeter à la poubelle. Pause. Alors, un point important, je ne parle pas ici dans cette vidéo des extrudeurs utilisables chez vous. C'est-à-dire de votre capacité à créer de nouveau du PLA avec des déchets de PLA. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bien évidemment que c'est possible, et je vous invite à regarder un petit peu comment vous pouvez relativement simplement fabriquer un extrudeur de PLA chez vous, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je tiens quand même encore une fois à vous rappeler, attention, le PLA, là je vous parlais bien du PLA, parce que par exemple dans le PLA+, il y a une quantité d'agents durcissants qui est énorme en fait. En termes de quantité, c'est un truc de dingue. C'est plusieurs pourcents. Et du coup, c'est plus du tout un produit biosourcé ou biodégradable. Plus du tout. On a parlé du PLA, on va maintenant parler des résines. Et là, c'est encore plus fâcheux. C'est encore plus fâcheux parce que les résines UV sont un déchet chiant à traiter par l'homme, que ce soit par nous-mêmes quand on va nettoyer le bac de notre imprimante résine, ou qu'on a foiré un print, ou je ne sais quoi d'autre. C'est un produit qui est très chiant à traiter, ça colle aux doigts, c'est toxique. Mettez des gants, mettez des putains de gants, indispensables. Et du coup, c'est littéralement un produit toxique. Du coup, pour traiter ce truc-là, le plus simple aujourd'hui,
En tout cas, là, je fais que vous transmettre ce que nous dit l'État vis-à-vis de la gestion des déchets. Normalement, il faut le polymériser. Donc, en fait, le rendre inerte, c'est-à-dire qu'on va prendre une lampe à UV et on va le durcir, en fait. Donc, en gros, vous prenez votre bac de résine, vous allez foutre la lampe à UV de partout autour, ou le laisser. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que tous mes déchets de résine, je les fous dans des bouteilles plastiques. Quand j'achète, je sais pas, un jus de fruits quelconque, je garde toutes les bouteilles plastiques chez moi. Elles me resservent en fait à traiter plusieurs fois les déchets. Je fous mes déchets de résine à l'intérieur et la bouteille plastique, bon, j'ai la chance d'avoir un jardin, je les fous dans le jardin, un endroit bien ensoleillé, je les laisse là 2-3 semaines, parfois des mois. Donc en fait le soleil va faire son taf, va durcir la résine à l'intérieur. Et alors ensuite il y a souvent un dépôt au fond de la bouteille, c'est-à-dire qu'en fait le fond c'est la résine durcie, et sur la partie haute c'est des restes d'alcool, c'est des dissolvants, c'est plein de produits bizarres. Donc ce liquide au-dessus, je vais le foutre dans une autre bouteille plastique que je vais amener à la déchetterie, et ensuite la résine durcie, normalement je pourrais la jeter à la poubelle avec les ordures ménagères. Personnellement je le fais pas, parce que j'habite en pleine campagne, et que je pense qu'il y a peut-être des meilleures manières de traiter le truc, et du coup j'amène tout à la déchetterie. Donc sur mes bouteilles, je vais écrire résine UV, et sur l'autre, je vais écrire alcool IPA, ce genre de trucs, isopropylique, etc. En gros, je vais indiquer sur les différentes bouteilles ce que c'est, histoire que les gens qui traitent ce truc-là sachent à peu près quoi en faire. Le seul truc, c'est que eux-mêmes, quand ils vont recevoir les bouteilles, je suis allé jeter un œil, c'est compliqué, d'en parler sans... Parce que le but, c'est pas du tout de dénigrer le boulot de ces gens qui taffent pour la gestion de ces déchets, mais imaginez qu'ils ont littéralement des milliers de bouteilles comme ça par jour à traiter, et que ils ont des grands bacs et que ils vident les trucs dans tel ou tel truc, et après je sais pas où ça part. Et c'est pas rare que monsieur n'ait rien noté sur la bouteille, ou madame, et qu'ils savent pas ce que c'est. Alors ils vont sentir ce genre de truc, mais ça les aide pas trop. Et du coup, c'est un peu freestyle. Voilà, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que il y a une gestion des déchets assez approximative au niveau des liquides toxiques, à part quand ils sont clairement indiqués sur la bouteille, sinon c'est quand même du freestyle. Et du coup, le problème, c'est qu'après ça, je sais pas où ça part. Voilà, j'ai pas réussi à trouver. Si quelqu'un connaît des gens qui bossent dans des déchetteries, des centres de tri, des trucs comme ça, j'aimerais bien savoir où partent ces putains de containers. C'est intéressant. Donc pour la résine, on jette pas dans l'évier. On fonctionne avec des bacs, des tupperwares, même pas chers. Tupperware, le truc à 1 ou 2 euros, des trucs achetés à Action ou je ne sais où. Et comme ça, si on en fait couler, on en fait couler dessus, etc. Si jamais ça coule à côté de votre plan de travail, ça arrive à tout le monde, en fait, on la polymérise. Donc là, je vous invite à jeter un œil dans la description. Ayez une petite lampe à UV, qui soit un petit projecteur à main, soit il y a des lampes torches à UV aussi, qui soit pas loin de votre imprimante 3D résine, pour polymériser en fait la résine de temps en temps. Ça va faire des espèces de feuilles de résine, soit transparentes, en fonction de la couleur de votre résine. Et ces feuilles-là, elles sont inertes, c'est de la résine inerte, donc vous allez pouvoir les jeter sans problème dans les déchets ménagers. Mais comme je vous dis, au niveau du traitement, j'ai rien trouvé de probant sur le fait que ça parte pas soit à l'incinérateur, soit dans d'autres pays en fait. Donc, j'allais dire, on peut mettre toute la bonne volonté du monde de notre côté pour essayer de faire les choses bien, nous, ici, chez nous, chacun, chez vous, gérer les déchets correctement. Après, moi, aidez-moi, à la limite, aidez-moi à trouver des contacts de gens qui peuvent me dire où ces trucs-là partent. En fait, je suis curieux, c'est vraiment juste de la curiosité. Alors, c'est peut-être mal placé, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je m'en fiche. Mais j'aimerais bien savoir où part cette résine une fois qu'on l'a mis dans la bouteille, et qu'ils mettent ça dans leur grand bac ou dans leur grosse citerne. Donc voilà, c'est à peu près tout. L'autre point que j'aimerais aborder un petit peu avec vous, c'est un petit peu concernant la gestion des déchets. Et je vais résumer en 2 secondes. Le PLA à la poubelle,
Il n'y a pas photo, à part si vous avez un composteur industriel chez vous, ce dont je doute. La résine, soit vous la rendez inerte, donc lampe UV, ensuite vous la jetez au déchet, parce qu'elle a durci, donc ça devient un objet physique que vous pouvez jeter dans vos déchets ménagers. Jamais dans l'évier, jamais dans les chiottes, jamais dans les égouts. Vous jetez ça nulle part ailleurs, en fait. C'est dans une poubelle. Et la résine liquide dans un récipient fermable, hermétique, que vous amenez à la déchetterie. Il n'y a pas d'autre solution. L'autre point dont je voulais parler un petit peu avec vous concerne le moment de l'impression et les éventuels dangers que ça peut avoir. Parce que j'ai des retours de plein de gens autour de moi concernant les odeurs, concernant ci, concernant ça, concernant la toxicité des microparticules. On y arrive justement aux microparticules. Donc sachez que l'impression 3D, que ce soit, alors surtout dans le cas du PLA, c'est des microparticules d'acide polylactique, si c'est du bon PLA. Donc c'est a priori pas considéré comme toxique, parce que déjà elles sont souvent inférieures à 100 nanomètres, ce qui veut dire que 100 nanomètres, c'est que dalle. C'est la taille d'un virus. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et en plus, c'est un matériel biosourcé, donc a priori, notre corps sait mieux le gérer que de la merde. Cette phrase est bizarre, mais je crois que vous avez compris. Donc, les microparticules, enfin les nanoparticules même, là en l'occurrence, de PLA, a priori, c'est pas toxique. Cela dit, ça dépend de l'environnement dans lequel vous avez votre imprimante 3D FDM. Si vous faites ça dans un petit placard, j'ai vu des gens faire ça, c'est logique quand on n'a pas de place, un espèce de petit placard, comme un cellier en fait, vous savez, ces petites pièces qu'on peut avoir à la maison dans lesquelles on mange la bouffe, ce genre de choses, bah là c'est full impression 3D. Ce truc-là, il faut l'aérer en fait, il faut vraiment l'aérer. Parce que ça va être blindé de nanoparticules à l'intérieur. Au moment où vous allez l'ouvrir, vous allez tout vous prendre dans la gueule. Donc le top, c'est d'avoir un masque assez important, je vais vous mettre le lien en description, parce que les nanoparticules, c'est pas filtré par n'importe quoi, certainement pas par les masques tissu jetable, là. Donc il faut un bon masque. Mais ça, c'est si vous n'êtes pas dans un lieu aéré. Si c'est un lieu aéré, je sais pas, une pièce de taille à peu près normale, comme vous voyez derrière moi, ou autre, si vous l'aérez de temps en temps, ça craint pas grand-chose, si ce n'est que dalle, en fait. Faut partir du principe aussi, par exemple, que voilà, la poussière qu'on a chez soi, ça mesure j'ai regardé un peu avant, entre 10 et 10 000 nanomètres. Donc on a des grosses particules de poussière, c'est de la grosse poussière, vous voyez. Puis on a des toutes petites qui sont inférieures à ceux que dégage le PLA quand il est chauffé. On en a plein, de la poussière, enfin après je sais pas vous, moi je fais pas la poussière tous les jours non plus. Bon, on vit pas mal et on n'est pas non plus malade de ouf, etc. Donc tout ça est relatif, et surtout le PLA, le bon PLA a priori, enfin, le PLA qui n'est que du PLA, a priori ça craint pas grand chose. Ça, c'est vraiment toutes les infos que j'ai pu faire. Mais encore une fois, mesurez vraiment la qualité du PLA. C'est facile à ce que je suis en train de vous dire, mais en vrai, c'est pas facile du tout. Je suis en train de me rendre compte que comment tu peux savoir si le PLA, il n'a pas 12 000 additifs? C'est pas possible. Voilà. Actuellement, vu qu'il n'y a pas de réglementation, et je suis pas en train de dire qu'il faut en rajouter, mais je veux dire, il n'y a pas de réglementation sur l'affichage obligatoire, sur les bobines de PLA, etc. On peut pas savoir en fait. On peut absolument pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et tant que ce sera pas obligatoire, on l'aura pas. Donc, faut marcher un peu à la confiance. Et j'allais vous dire, de préférence, bah voilà, soyez un peu chauvin, achetez en France, en dehors de fait de faire bosser les copains. Peut-être qu'on est un petit peu plus consciencieux sur cet aspect d'environnement, de santé, etc. Je sais pas, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur ou autre vis-à-vis des autres pays, pas du tout. C'est juste que c'est l'image que j'ai et que je pense que vous avez peut-être aussi. Mais je suis pas sûr du tout de ce que je vous dis. Donc en gros, croisez les doigts quand vous achetez du PLA et surtout partez du principe que moins il est cher, plus il aura d'additifs. Voilà.
Ça, c'est le retour que j'ai des quelques fabricants avec qui j'ai échangé à propos du PLA. Et tout ce qui est PLA+, etc., bon, alors là, par contre, ça va être du dégagement de nanoparticules plus épaisses et en plus grande quantité. Donc les PLA+, les ABS, c'est juste l'enfer. Là, on est sur de la grosse particule qui vient bien boucher les poumons, qui vient bien tapisser les bronches. Donc, si vous faites de l'ABS chez vous, faites ça dans le garage et aérez avant, après, et surtout pas avec 15 machines FDM en train d'imprimer de l'ABS dans une pièce qui fait 5 mètres carrés, quoi. Ou alors vous mettez un putain de masque, des lunettes, enfin un masque intégral, quoi, pour protéger aussi vos yeux des microparticules, etc., quoi. Donc tout ça est un petit peu délicat à vous en dire plus. Si, concernant le PLA, je vais aussi vous parler brièvement des bobines de PLA. Les bobines de PLA, il y en a quelques-uns de fabricants qui font ça en carton et qui donc permettent de plus facilement recycler la chose. D'autres, l'immense majorité, sont en ABS ou en PET, donc les plastiques qu'on utilise beaucoup plus couramment que le PLA, donc issus de la pétrochimie. Donc ça, c'est du déchet ménager, puis ça va partir soit en retraitement, soit à l'incinérateur. Donc les bobines carton, c'est cool, mais en même temps ça roule pas bien sur l'imprimante 3D, donc voilà, c'est un peu galère, mais malheureusement il n'y a que ça de possible. Il y a certains fabricants, alors je me souviens plus des noms par contre, mais n'hésitez pas à faire quelques recherches là-dessus, puis si vous avez le lien, vous le mettez en commentaire. Il y a quelques fabricants qui proposent la consigne des bobines. Je trouve l'idée super cool. Maintenant il faut voir si l'infrastructure qui permet de gérer ces consignes est suffisamment pratique pour que les gens le fassent, tout simplement. Donc voilà, et puis après il y a plein de petites idées je vais vous mettre aussi en lien dans la description d'utiliser ces bobines pour d'autres trucs. Alors à titre d'exemple un peu con, mais en fait très pratique, à la maison on s'en sert, parce que nous on fait plein de fabrications à droite à gauche, on s'en sert pour stocker les rallonges, quand on a des grandes rallonges, donc on les enroule dessus, c'est plus pratique en fait. De la ficelle, de la corde, de la laine, ce genre de choses, enfin bref, on s'en resserre tant que faire se peut, mais au vu de la quantité de print que je fais, j'en ai toujours un millier sur les bras. Et puis il y a aussi plein de trucs à fabriquer si vous voulez pour l'atelier, je vais vous mettre le lien en description, des trucs à tiroir, mais on est sur le serpent qui se mord la queue, parce que pour fabriquer le petit meuble à tiroir dans les bobines de PLA, il faut du PLA. Vous voyez le game. C'est particulier, mais je comprends l'intérêt du truc, c'est très cool, hein. Mais on n'est pas encore au niveau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Revenons sur les microparticules, les nanoparticules en l'occurrence. Dans le cas de la résine, attention, c'est dangereux. Voilà, que les choses soient dites. La majorité des imprimantes à résine 3D aujourd'hui dégagent des particules qui sont comprises entre 50 nanomètres et 600 nanomètres. D'ailleurs, les particules qui donnent, dans les 3/4 des cas, l'odeur assez particulière de la résine sont les particules qui mesurent en général plus de 200 voire 300 nanomètres. C'est celles-là que vous sentez en fait, c'est celles-là qui font que l'odeur de la résine est assez forte. Alors que les résines les plus toxiques, elles, sont plutôt plus fines. Donc ça, c'est déjà quand même plutôt une bonne chose. Cela dit, j'en viens à parler brièvement des filtres à charbon. Selon les recherches que j'ai faites et les éventuels retours, les filtres à charbon qu'on fout dans l'imprimante, par exemple la Elegomars, qui est une très bonne machine, hein, je ne suis pas en train de critiquer les machines, et je ne suis pas en train de critiquer le filtre à charbon, c'est toujours ça de prix, quoi. Mais un filtre à charbon, ça bloque rarement des particules inférieures à 300 nanomètres. Donc, ça va retirer la majorité des odeurs, donc ça c'est cool, ça va en laisser un peu mais pas trop, mais en fait tout le reste, elle passe, ils s'en battent les couilles. Donc globalement, les filtres à charbon qu'il y a dans les imprimantes résine, si on devait faire très court et très schématisé, c'est pour enlever les odeurs, pas pour enlever l'aspect toxique, pas du tout. Donc, si on veut faire bien, et là je suis un mauvais exemple, mais faites-le chez vous, normalement, tout le temps un masque.
avec l'impression 3D résine. Normalement, c'est masque sur la tranche. Pour bien faire, il faudrait aussi des lunettes. Les gants, par contre, ça ne loupez pas le coche, enfin, c'est indispensable. Les lunettes, j'ai même tendance à dire que ce serait presque plus important aussi pour les projections, en fait. Parce que souvent, quand on dégrappe l'objet, il peut y avoir soit de l'alcool, parce qu'on vient de la sortir du bain d'alcool, soit de la résine qui gicle, et on peut s'en prendre dans l'œil. Non, je parle pas du tout en connaissance de cause, c'est pas vrai. Donc, j'aurais tendance à dire gants, lunettes. Et si vous voulez faire les choses bien, normalement, il faut foutre un masque. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, pour quelqu'un qui bosse toute la journée avec ce produit-là. Voilà, pour quelqu'un qui bosse toute la journée avec ce produit-là, oui, il faut un masque. Si c'est à titre particulier chez vous, ça ne veut pas dire que c'est moins toxique. Ça veut dire que vous y êtes bien moins souvent, vraiment, vraiment beaucoup moins souvent exposé, et que du coup, votre corps va faire office de filtre. Et du coup, voilà, normalement, il y a moins de danger. Mais encore une fois, normalement, il faut un putain de masque. Je sais pas si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, qui est maintenant terminée. J'ai pas donné de solution magique au traitement des déchets de l'impression 3D, simplement parce que aujourd'hui, même si à titre personnel et particulier, on fait les choses correctement, on n'a absolument rien ou très peu de choses qui peut nous assurer que la suite du processus sera respectée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut continuer à le faire, mais surtout qu'il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un petit peu plus à comment sont traitées toutes ces choses-là, et puis peut-être de demander un peu, pas des comptes, mais d'être sûr, en fait. Voilà, juste d'être sûr. Parce que moi, les recherches que j'ai faites, je vous assure, il y a des murs un peu de partout, quoi. C'est compliqué d'en savoir plus et de savoir comment est traité tout ça, quoi. Si vous avez vraiment des contacts à me donner dans ce milieu-là, donc la gestion des déchets, mais même que ce soit, alors, sans aucun jugement de valeur, mais même que ce soit un simple ouvrier, ouvrier ou manœuvre, je ne sais pas comment ça s'appelle, agent de déchetterie, ou quelqu'un qui va s'occuper de la gestion ou je ne sais quoi, tout m'intéresse en fait, parce que j'ai pas non plus un millier de potes qui travaillent dans ce milieu-là, donc n'hésitez pas à les partager. Soyez courtois également dans les commentaires, parce que là on parle, je vous ai parlé d'un sujet qui traite notre environnement, mais aussi notre santé, donc fatalement ce genre de vidéo, souvent elle est perçue de manière un peu plus, un peu plus punchy, en tout cas on l'écoute peut-être de manière plus attentive, pas aussi légèrement que quand on écoute un truc pour se détendre. Donc n'oubliez pas que chacun peut avoir ses idées à ce propos, mais moi je ne reviendrai pas sur plusieurs points, à savoir le fait de ne rien jeter dans l'évier, ni dans les chiottes, ni nulle part, à part à la déchetterie. La résine, vous la polymérisez, donc vous la rendez dure, vous la rendez inerte, avant de la jeter à la poubelle ou dans une bouteille et déchetterie. Pareil pour les différents alcools que vous utilisez pour nettoyer vos impressions résine. Bouteille, déchetterie, je sais c'est chiant, mais vous faites ça. Et concernant le PLA, durci, le PLA c'est poubelle, j'ai rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!